Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre podcast consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous et bonjour à tous les fans de vélo et de Paul Sexas. Alors, Nathan, alors déjà, qu'est-ce que t'en penses de notre nouveau jingle? Eh ben, je pense que ça met en valeur notre programme. Ouais, voilà, bon, on verra si on modifie, mais ouais, c'est pas mal, ça donne un peu un air. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, pas mal de courses et on voulait débriefer avec vous aussi les courses de cette semaine. T'as pu tout regarder, toi, Nathan, aujourd'hui? Et oui, figure-toi que j'ai réussi à tout regarder, même la route orangée. Et Oula, toi, est-ce que tu as pu la regarder? non, non, moi, je me suis concentré sur le World Tour, là. C'est qui a gagné la route Donc, tourangelle? elle s'est terminée au sprint avec un gros travail de la Cofidis pour emmener Brian Luca. Et c'est finalement Clément Venturini, le titulaire de chez Unibet Unibet, Rose ouais. Rocket. Et bah, beau début de saison, hein. Ils vont faire regretter peut-être Prud'homme, hein, la décision de Sur- Prud'homme. Exactement, pour le Tour de France. Et surtout Surtout que pour Clément Venturini, c'est assez beau parce qu'on se souvient que l'année dernière, il a failli arrêter sa carrière sans contrat pour l'année 2026 et il a été sauvé par Unibet. ah oui, et, Unibet qui a été aussi bien sous des beaux jours, hein, sur Campbell hein, aujourd'hui. Hein. Exactement. Euh, et ben, je te propose de commencer par les Flandriennes. Cette semaine, on avait Grand Prix E3, on peut commencer par ça. Donc Exactement. vendredi dernier, donc pour faire un petit topo, un petit rappel, Van der Poel qui attaque à environ 60 km de l'arrivée, il revient sur les échappés matinaux, il les dépasse quelques kilomètres plus loin et il prend 1 minute d'avance sur un groupe de contre qui se forme avec Florian Vermeersch du AE, Hagenes de Visma, Abrahamsen d'Uno-X et De Wolf, rescapé de l'échappée matinale pour Decathlon. Le groupe de poursuivants revient progressivement et il échoue, sous la flamme rouge, ils sont à 2 secondes de Van der Poel et c'est le moment où personne ne prend le relais à Vermeersch et ça permet à Van der Poel de recreuser et de gagner devant Hagenes et Vermeersch. De Wulf fait 4 et Abrahamsen 5. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette course, toi, Nathan? Je voulais juste revenir un petit point sur ce que tu as dit. C'est pas Van der Poel qui a attaqué le premier, c'est Mick Van Dyke. Pour moi, c'est intéressant de noter ça. On va le voir aussi après sur Grand Level Game. Van der Poel, ok, il attaque, il part tout seul à la sortie, mais c'est pas lui qui est à l'origine de l'attaque. Et je pense que ça, c'est intéressant à noter. Ça peut montrer qu'il n'est pas tout à fait sûr de lui au- sur le fait d'attaquer à tel moment. Ah Il oui, a, tu veux dire qu'il n'avait pas forcément prévu d'attaquer à ce moment-là et je pense qu'il que... a été opportuniste, voilà, c'est ça. Ok, ok, ouais, ouais, non, mais bah, c'est possible. Hein. Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, c'est que Van Der Poel craque. Il nous avait pas habitués à ça. Généralement, quand il partait comme ça de loin, c'est pour aller gagner. Bah oui, c'est ça. Surtout que moi, quand je les ai vus revenir à même pas 10 secondes, 5 ou 6, ben, je me suis dit que Van Der Poel, il allait ben, arrêter de forcer pour pouvoir tenter le sprint. Et après, en interview, il nous a dit qu'il était mort et que s'il avait dû faire un sprint, ben il se sentait pas de conclure. Ça m'a surpris. Ouais, bah tu vois, moi je me suis replongé un peu dans les archives parce que je me souvenais que sur un Tirreno Adriatico,
comme ça, il avait attaqué, mais alors, tu sais, aujourd'hui, on est à l'époque où tout le monde attaque à plus de 50 km, Van Der Poel, Van Oui, Aert, c'est ça. Pogacar. On en vient à critiquer Vingegaard parce qu'il attaque que à 20 km de l'arrivée. Moi, je te parle. Donc, justement, j'ai retrouvé, c'était en 2021, sur Tirreno Adriatico, donc à une époque où on partait rarement de loin. Et Van Der Poel avait attaqué à 50 bornes de l'arrivée. Il avait pris presque 3 minutes d'avance sur le peloton, d'où était sorti Pogacar plus tard. Pogacar, à ce moment-là, pour rappel, il venait de gagner son premier tour. Il était début de la deuxième saison, enfin, de la saison où il avait gagné son deuxième. Et il échoue à 10 secondes du néerlandais seulement. Donc, alors qu'il a remonté presque 3 minutes en 20 bornes. Et il s'était pris une fringale monstre, mais depuis, j'ai pas de souvenir où on le voit comme ça, tout seul, à se faire rattraper par 4 mecs. Alors ok, c'est pas les plus mauvais, mais t'en as quand même un qui vient de l'échappée matinale, qui est un peu en bout de course. Et bon, les 3 autres, oui, c'est des bons durs au mal. Mais voilà, disons que ça m'a surpris par rapport à un coureur comme ça. Normalement, les 3 autres, tu vois, enfin les 4, ils auraient dû se regarder un petit peu. Bah, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, hein. Mais je pensais que ils allaient pas revenir aussi facilement, quoi. Voilà. Bah, tout à fait. Sur ce que tu dis sur Van Der Poel, ça me fait penser un petit peu à la Mistel de l'an dernier, où Pogacar avait sauté sur l'opportunité que Julien Lafilippe attaque et il avait lancé son attaque derrière à 100 bornes de l'arrivée, alors que je pense que c'était pas prévu dans le bus. Et je pense que Van Der Poel, à E3, il a fait la même avec Mike Van Dyke. Il a suivi l'attaque, mais il s'est peut-être pas rendu compte qu'il était aussi loin de l'arrivée. Et du coup, c'était peut-être pas tout à fait prévu dans je dois prendre un gel à tel moment. Donc, on sait que tout ça maintenant c'est très calculé. Ils savent exactement à quel moment ils doivent boire, etc., s'alimenter. Peut-être que ces petits trucs, ces petits paramètres, ça change la vision de la course. Ouais, alors moi, tu sais quoi? Je pense pas forcément que ça soit des problèmes d'alimentation, parce que tu sais, avec les compteurs, ils ont leur puissance en temps réel, etc. Il Ils y a sa savent. main aussi de Tirreno. Alors, soit voilà, il a été blessé de Milan-San Remo, tu veux dire, ouais. Oui, Il a du mal oui, effectivement, il a pardon. peut-être pas retrouvé toutes ses sensations. Ça, c'est possible, surtout sur les pavés. Mais on parlera tout à l'heure hein, de quand Wevelgem aujourd'hui. C'est pas tellement plus encourageant. Enfin, plus encourageant, attention, hein. Gros niveau Van Der Poel, il a gagné quand même 3, voilà, il n'y a pas de souci. Oui, Hein. oui, Je oui. parle de lui comme si il avait perdu. Mais je pense que pour le Tour des Flandres, on risque de connaître déjà le vainqueur. Enfin, misez rien sur Van Der Poel, à mon avis. Hein. Bah déjà, je pense que sur le Tour des Flandres maintenant, Pogacar a pris l'avantage. C'est trop dur. Enfin, c'est pas trop dur pour Van Der Poel, évidemment, il a gagné 3 fois. Mais Tadej Pogacar est tellement explosif et il peut tenir très longtemps son effort que je pense que Van Der Poel est plus au niveau de pouvoir suivre dans les monts pavés, sur le Tour des Flandres en tout cas, Tadej Pogacar. Donc mon espérance, moi, c'est Paris-Roubaix. Ah Mais je bah, pense que Pogacar gagnera. par contre, on peut voir effectivement un beau Paris-Roubaix. Et là, à moins que tu aies autre chose à dire sur E3, mais ça va nous faire une bonne transition avec Grand Game, parce que sur Paris-Roubaix, on va peut-être avoir un troisième homme cette année. Hein. Oui, tout à Euh, fait. Wood van Aert. et bah oui, Van Aert, qui pour le coup nous a fait plutôt une bonne impression. Enfin, moi en tout cas, il m'a fait plutôt une bonne impression là sur Grand Game. Alors, déjà, Grand Game qui ne s'appelle plus Grand Game, qui s'appelle les Flanders Fields. Alors, bon, je vais pas passer pour réac. Moi, je j'ai pas de problème avec les changements de nom en particulier. Les noms, tu sais, des courses,
ça évolue toujours un petit peu. Le Dauphiné, il s'appelait le Critérium du Dauphiné libéré, puis le Critérium du Dauphiné. Enfin, à la marge, quoi, mais il y avait toujours l'appellation Dauphiné qui est restée, hein. Et là, échanger totalement de Gand-Wevelgem à Flanders Fields, alors même s'ils ont accolé le nom de la nouvelle ville de départ que je ne saurais pas prononcer, à Wevelgem, Middelkerk. ouais. Voilà, je trouve que le cyclisme, aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions de sport que tu peux voir sur des réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, sur des chaînes aussi des numériques. Donc, ce qui fait la force du cyclisme sur route, c'est quand même son histoire. Et attention à préserver ça et aussi à faire en sorte que le public se reconnaisse dans ses courses. Aujourd'hui, c'est dommage, hein, on avait en France en tout cas un diffuseur gratuit. Le mec qui zappe sur la 21 et qui voit Flanders Field, il doit se dire mais c'est quoi cette course, quoi. Alors que s'il aime un peu le sport sans suivre forcément le cyclisme, Gand Wevelgem, ça doit lui parler et il reste peut-être, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et voilà. Et alors quand même pour la petite histoire, je sais pas si tu as vu Nathan, mais le nom, et ça s'est retrouvé un peu sur toute la diffusion de la course, il vient d'un poème écrit par un soldat canadien de la Première Guerre mondiale qui est décédé dans cette région-là de Ypres, hein, où il court. Voilà, donc ça fait référence à ça, donc c'est vrai que historiquement c'est quand même beau, ils essayent de donner un côté histoire Première Guerre mondiale qui est intéressant, hein, sur tout le long du parcours. Mais voilà, petit bémol sur le changement de nom un peu violent, je trouve. Bah, honnêtement, j'étais pas au courant sur cette histoire du soldat canadien, mais je suis d'accord avec toi, je suis pas pour le changement de nom, car le vélo est un sport assez vieillissant, donc ça n'aide pas à toucher le grand public. Mais si c'est pour donner un sens un petit peu historique avec des faits qui se sont passés dans la région, je dis pourquoi pas. Et ben, ça marche. Et alors après, voilà pour ce petit interlude, côté course, alors, je rappelle, il y a Van Aert et Van Der Poel qui se détachent à environ 50 km de l'arrivée et ils se font rejoindre Pop et la Flamme Rouge. Alors un petit peu avant déjà par euh, Sagard, euh, qui est là encore de Alex Bahreïn, hein. Sigart, oui, tout à fait. Là encore, hein, on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, sur le Le Grand Prix de spécialiste du Ghana. coup du kilomètre. Ouais, ou en tout cas des efforts courts là, comme ça. Et aussi bah, des Flandriennes, hein, on va voir sur le reste de la saison, peut-être qu'il va encore nous surprendre. Mais bref, qui revient sur les deux fantastiques, et puis qui tente de sortir au kilomètre. Au final, le peloton revient sur tout ce beau monde à 500 mètres de la ligne, Avec et ça l'effort finit. de Filippo Ganna notamment. Ah, toi, je sens que tu l'as pas digéré, c'était fort. Et Ouais, du coup, au sprint, c'est Philipsen, donc le coéquipier de Van Der Poel quand même, qui donc Alpecin n'a pas tout tout perdu, qui devance Andresen de chez Decathlon et la porte pour Visma. À noter la belle 4e place de Deli. Et voilà. Donc Ghana, tu veux commencer par là peut-être? oui, tout à fait. Je pense que Filippo Ganna est le facteur qui a fait, qui a tué toutes les chances de Van Der Poel et Van Aert. Car quand vous avez le multiple champion du monde de contre-la-montre qui roule derrière vous à 10 secondes, ben vous savez que même si vous vous appelez Van Der Poel et Van Aert, bah, et Alex Sigart, bah, vous êtes cuit. Et surtout que Filippo Ganna a roulé pour Samuel Watson, qui est certes un bon sprinter, pour une 17e place de l'anglais. J'avoue que ça Ouais, m'a laissé un goût amer. Et ouais, surtout, de voir Van Aert qui revient comme ça, qui attaque dans le Paterberg, je crois qu'il s'appelle le mont, Van Der Poel qui suit. Après, dans le second passage, Van Der Poel attaque. Là, Van Aert décroche un petit peu de la roue, mais il arrive quand même à suivre. Franchement, j'étais trop content. Et puis, on voit aussi, Florian Vermeersch, peut-être leur erreur aux deux, c'est de ne pas avoir attendu Florian Vermeersch, car il est dans une super forme. Et s'ils avaient été trois, je pense ils auraient été au bout.
Mais après, ils ont fait quand même un petit écart assez rapidement, hein, et après, c'est toujours un peu délicat, hein. Est-ce que tu attends une fois qu'il y a un petit écart, Bah, je pense que ça aurait peut-être été une solution, mais c'est facile à dire après, hein, forcément. Et pour Ghana, moi j'ai envie de te dire aussi, Ghana il fait sa course, hein. Certes, Watson fait 17e, mais il se donne la chance de gagner, quoi. Alors que s'il fait pas l'effort, quoi qu'il arrive, Ah non, mais il a raison, il n'aurait pas totalement. gagné. Donc je comprends que ça soit frustrant pour les échappés, mais il reste dans sa course, hein. Enfin, voilà. Bah, Ok, moi, je dis la voilà. solution, c'est que Visma ou Alpecin recrutent l'Italien. Voilà. Ouais. Oh, Alpecin, là, c'est bon. Et ils ont gagné les deux Flandriennes de semaine, ça suffit peut-être, hein. Ok, très bien. Alors, tu veux peut-être parler de Van Aert, hein, vu que on enchaîne là, super, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais le voir à ce niveau-là, ça faisait un petit moment qu'on l'a pas vu comme ça. Bah oui, tout à fait. Je pense que Milan-San Remo, la chute à Milan-San Remo, plus le retour fracassant qu'il a fait, car il était encore plus loin que Tadej Pogacar et Van Der Poel, il a dû tout remonter tout seul. Et il finit sur le podium. Je pense que ça a vraiment été l'électrochoc pour lui. Et ça l'a vraiment mis sur de bons rails. Il s'est rendu compte qu'il était capable de frotter, de pouvoir jouer dans un final d'un monument. Et je pense que ça promet de très bonnes choses pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et même pour à travers la Flandre, qui se couvrira la semaine prochaine. Alors, on en a un peu parlé pour des Flandres, bon, vraisemblablement, personne ne pourra concurrencer Pogacar. Par contre, est-ce que sur Paris-Roubaix, tu vois une possible lutte à 3? Alors, à 3 ou plus, hein. La grande question pour Paris-Roubaix au sujet de Van Aert, c'est le frottement. On sait que sur ces dernières années, il a un petit peu peur. Il a beaucoup chuté à travers la Flandre à la Vuelta et ça l'a beaucoup refroidi. Il fait moins de sprints massifs qu'avant, etc. Il a peur quand ça frotte trop. Mais justement, avec la confiance qu'il a acquise sur ces 2 semaines, je pense que ça peut se régler. Et il a aussi eu beaucoup de malchance ces dernières années. Toujours une crevaison au mauvais moment, etc. Bon, vous allez me dire, les crevaisons, Ouais, il c'est y pas a un peut-être, hasard. c'est un petit peu technique. Van Der Poel ne crève jamais. Bon, voilà. Mais je pense que Van Aert, c'est l'année où il peut faire quelque chose. Tous les voyants sont ouverts. En tout cas, sur Paris-Roubaix, c'est celle qui lui convient le mieux, hein. Bizarrement, pas forcément celle où il a le mieux réussi, mais c'est celle qui lui convient le mieux. Et voilà, hein, il peut faire quelque chose. Il semble que sa forme arrive de mieux en mieux. Moi, j'y crois pour lui. J'ai hâte. Je regarderai pas forcément le Tour des Flandres avec une super attention. Enfin, je vais pas l'attendre. Par contre, j'attends avec impatience Paris-Roubaix. Je pense que on peut avoir une belle course, hein. Moi, je pense qu'à travers la Flandre, il serait dans le Tour des Flandres, il serait sur le podium que ça ne m'étonnerait pas. Ça, c'est possible, ouais. C'est plus pour la victoire où voilà, ça va être Ah bah compliqué évidemment quand il y a et Pogacar, il risque de pas y avoir trop de suspense. Mais bon, on sait jamais sur ces courses pavées. c'est vite Euh, arrivé. ouais. Il y avait autre chose dont je voulais parler, moi, puisque nous, en tant que Français, on suivait aussi alors Christophe Laporte, hein, chez Visma, qui fait une belle troisième place, mais on attendait plus Magnier, côté Soudal. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai été déçu de son équipe. Pour moi, le Wolfpack n'existe plus, hein. C'est plus la mode de loup sur les classiques qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est plus la portée de chaton. Voilà, je les ai pas vus en soutien de Paul. Tu sais, à un moment donné, il y a eu des bordures là. Je sais pas si tu étais devant la Catalogne ou tu étais devant le banc. En tout cas, il y a eu des bordures. Eux, ils ont roulé son équipe pour dissocier tout le monde parce qu'ils s'étaient bien placés.
mais je pense que ça c'était pas leur course. Et en gros, comme s'ils voulaient une course de mouvement, plutôt profitable aux hommes forts, Ah, plutôt Jasper qu'une course. Stuyven, ouais. Alors peut-être pour Stuyven, mais bon, Stuyven, il n'était pas à hauteur de Van Aert ou Van Der Poel, et c'est pas forcément une surprise, hein, ou Vermeersch. Je pense pas que ce soit une surprise. Par contre, Magnier aurait été à la hauteur pour le sprint, et c'est dommage d'avoir grillé des coéquipiers de chaque équipe. Bon, ils finissent quand même un gros groupe, hein, à la fin, donc si Magnier est pas là, c'est pour ses incidents mécaniques, ok. Mais j'ai pas senti une équipe autour de lui euh, en meute, quoi, au Bah, service surtout d'un que Paul collectif, quoi. Magnier, il a crevé assez tôt dans la course. Donc il y aurait eu le temps de le ramener. Yves Lampart a eu un souci mécanique un petit peu en même temps. Ils se sont retrouvés avec Louis Verden, le rouleur de la Soudal, qui a essayé avec un autre groupe de les ramener. Manifestement, ça n'a pas marché. Mais moi, Paul Magnier, on le vend comme le nouveau Tom Boonen, donc le spécialiste des classiques. Mais je pense que finalement, on est en train de découvrir que les classiques flandriennes, en tout cas pour l'instant, c'est pas fait pour lui. Et je pense qu'il ferait bien de se concentrer sur les courses par étapes, comme il va faire le Giro après. Moi, j'ai envie de le voir sur des sprints vraiment où on sait qu'il n'y aura pas de paramètres extérieurs extra chute où il pourra vraiment s'exprimer. Que là, il y a tellement Ouais, de paramètres mais je vais te que dire, je vais te dire, tu sais, quand t'es sprinter, de toute façon, des paramètres extérieurs, surtout sur les grands tours où t'as tous les trains, le moins de petite erreur, tu lances pas ton sprint au bon moment, 20 mètres trop mais au tard, moins 20 il mètres a trop sa tôt, chance. Que là, et ben, il peut même pas tenter le coup, quoi. Ça me frustre. ouais, ouais. Non, mais c'est frustrant. Je pense aussi ce qui le dessert un petit peu, hein, c'est qu'on a des compétitions qui sont toujours de plus en plus, enfin des courses qui sont toujours de plus en plus dures, hein. Le Homeloop, par exemple, cette année, ben voilà, il est pas arrivé au sprint, alors qu'il a les jambes pour, hein. Et voilà, les organisateurs, ils rajoutent toujours des côtes par-ci par-là, et lui, bien qu'il ait une bonne puissance, ben, par rapport à des Van Der Poel, il est pas à la hauteur, hein, Après, ça, j'ai envie de dire, c'est la même chose pour tous les sprinters, hein. Pour Oui, mais Andresen, c'est pareil. Pour tout à fait, mais Philipsen, c'est pareil. quand tu le compares à Boonen, il y a 20 ans, c'était pas forcément comme ça. Et j'ai envie de te dire aussi, on attendait beaucoup Brennan, ben, on l'a pas vu non plus. Tout à fait. Tout à fait. Moi, entre Laporte et Brennan, mais Brennan aussi, on sait qu'il a des problèmes de placement. Quand ça frotte, c'est un peu comme Wout van Aert finalement. Euh, il a des problèmes de placement. À la manière un peu d'un Paul Magnier, et je pense que les classiques, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Ouais, et ben, on verra ça. En tout cas, pour moi, Magny, faut pas désespérer quand même. Il a fait plusieurs deuxièmes places en Classic World Tour, hein, le Home Loop l'année dernière, Grand Prix de PUE cette année, l'année dernière aussi, pardon. Et cette année, il en a pas fait une deuxième aussi, Pas à ma connaissance. non. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il joue quand même avec les classiques, hein, donc attention, hein, de toute façon, lui, il fait son Giro, ok, il va faire son pic de forme pour le Giro, très bien, il va pouvoir remettre un peu, repartir sur une séquence là. Mais voilà, je pense que les Flandriennes, ils jouent quand même, hein. À voir, hein. Pas à délaisser, quoi. En tout cas, Eh ben, je moi, vais je suis pas encore forcément attendre d'accord. à travers la Flandre avec impatience et toujours espérer voir Paul Magnier pouvoir jouer le sprint, mais j'ai peur d'être à nouveau déçu. Ouais, ouais. Bon, il est jeune, il a que 21 ans. Oui, tout Faut, à faut fait. pas désespérer. Moi, comme je te disais On la a le dernière temps. fois, à l'AF, tu vois, quand il arrive à 22 ou 23 ans, qu'il fait deux fois deuxième sur Liège, deuxième sur la Flèche Wallonne. Après, il a mis 3 ans avant de gagner une classique, hein. Il avait fait des belles Oui, deuxièmes oui, tout à places. fait.
Et voilà, c'est il faut un peu de patience. C'est des courses où des fois tu as ta chance une fois par an. Et bah voilà, il faut être patient. Ça marche, bah, c'est un peu tout ce que j'avais à dire moi plutôt sur les Flandriennes. Moi, je voulais revenir sur les équipes, que ce soit sur l'E3 ou Grand Level Game en général. En fait, ils envoient Agnes pour Visma ou Stan de Wulf pour Decathlon des individualités, ils font attaquer, alors que s'ils s'entendaient pour rouler derrière l'homme de tête, en l'occurrence Van Der Poel et Van Aert, etc., ils s'entendaient pour les reprendre d'un seul homme, que le peloton fasse un seul homme, je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Envoyer Agnes comme ça ou Casse-Pipe, bon, il arrive à faire deuxième, mais je pense que si Laporte avait pu jouer le sprint, bah, ça aurait pu être plus intéressant sur le 3, quoi. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Oui, oui, bah alors après, là, t'as raison, hein, quand on regarde avec un œil très reculé, etc., je suis même entièrement d'accord avec toi. Après, Decathlon, à partir du moment où ils ont mis un gars dans l'échappée et qu'il arrive à s'accrocher, ben tu peux pas rouler derrière lui, enfin, je sais pas, hein. Quelque part, il y a des faits de course qui ont mis aussi la situation dans cet état et qui font que derrière, bah, tu dois respecter tes coéquipiers, leur laisser la chance. Et quelque part, ils étaient pas loin. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur cette histoire-là, mais les mecs qui se regardent à 1 kilomètre de l'arrivée, on le dit à chaque fois. Mais tant qu'on n'est pas rentré dans la roue du mec, on n'est pas rentré. Et les Surtout quand le gars, mec s'appelle Van Der Poel. alors oui, en plus, mais chaque fois, il y en a un qui veut pas prendre son relais. Alors là, j'ai regardé ça, c'était Abramsen qui prend pas le relais, mais il était claqué, hein. D'ailleurs, il finit dernier du sprint. Mais voilà, il y a personne qui a voulu faire l'effort et ils étaient à 2 secondes. Donc même un petit jump, Surtout que euh, Agnes, il a pas voulu passer. Au final, il fait 2 du sprint. bah Donc je alors pense c'est qu'il a surtout, bien dû s'en mordre les doigts. ouais, j'avoue que moi aussi c'est Haguenay, je pense qui fait l'erreur parce que comme je dis, Abramson, bah il était claqué. Vermeersch, c'est lui qui roulait, il a continué bah, à un rythme légèrement inférieur, hein, c'est Vermeersch, il est normal. jamais avare de son effort. Ouais, et là c'est effectivement quand tu vois que Haguenay fait 2 et qu'il en avait bien sous la pédale. De Wulf, il était dans l'échappée matinale. Ben, Et vu c'était pas les à lui de le efforts qu'il a faire. fait pour tenir Van Der Poel, honnêtement, on peut pas lui Ouais, en ouais. vouloir. Non, non, c'était pas à lui de le faire. C'était bah, Vermeersch ou Haguenay, sachant que Vermeersch, il a fait en tout cas sa part. Haguenay aurait dû passer au moins un Oui, relais, tout quoi. à fait. Et voilà. En, Et en voyant le Grand Prix de Denain, on peut en conclure que la Guinness, pour l'instant, la stratégie est assez perfectible, on va dire. ouais, de chez Visma. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les Flandriennes Bah cette oui, je fois, ouais. pense que on peut se donner rendez-vous au Tour des Flandres dimanche prochain pour les Flandriennes. Ça marche, ouais. Tour des Flandres, bon, on a parlé un peu de la prévue, hein. Tu vois qui jouait, donc Pogacar premier, derrière Van der Poel, Van Aert. T'as Moi, ma identifié. question, c'est Mats Pedersen. Est-ce que son poignet sera capable de tenir en fait? C'est ma grande question. Ouais, bah ça marche. Et ben, on va suivre ça avec attention. Mais je pense que ça sera quand même délicat, hein. On l'a. Peut-être plus pour Paris-Roubaix, mais ça risque d'être encore une fois compliqué. Ouais, je pense que déjà les qualités, ça se prête plus à ses qualités par les Roubaix. Et puis ça lui laissera un peu plus de temps. Ouais, mais on verra une semaine de plus. Mm. En tout cas, on arrive dans le money time là des Flandriennes quand même. Ça Ouais, marche, merci. Alors on peut passer au Tour de Catalogne. Tour de Catalogne, donc victoire de, donc où on avait pas mal de concurrents directs de Paul Sexas, donc certains qui sont sur le Tour de France. tout à Euh, fait. donc on a victoire de Vingegaard qui gagne au général avec en ayant gagné 2 étapes aussi. Les Sans deux surprise. étapes, les 2 étapes Rennes.
Il était censé en avoir 3, mais il y en a une qui a été amputée de la principale difficulté à cause des conditions climatiques. Lenny Martinez, le français, fait 2 et Lipovic fait 3. Côté français, on notera en plus de Martinez la belle 4e place de Paris Peintre, de Soudal, qui finit devant Remco. Remco fait 5e et Félix Vial pour Decathlon 6e. Et on notera aussi côté français les 2 victoires d'étape de Godon. Voilà pour le petit résumé rapide de cette semaine. Toi, de ton côté, Nathan, est-ce que tu as des tops sur cette semaine catalane? Alors, pour commencer avec les côtés sprint, on va évidemment parler de notre cher français à moustache, Dorian Godon, avec 2 victoires d'étape et deux, deux podiums supplémentaires en plus des 2 victoires d'étape. En fait, à chaque fois qu'il y a eu un sprint, il a joué pour la victoire et, et j'ai noté que toute l'équipe s'était mise à son service à ce moment-là. Même Oscar Rodley était toujours le dernier poisson pilote pour emmener Dorian Godon. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. On peut noter également Et Ethan alors juste, Verdon. Vas-y. ouais, sur Godon, moi ce que je voulais dire, bah, on l'avait vu hein, quand c'est un peu le meilleur sprinter comme ça c'est l'année dernière en Suisse, hein, Tour de Suisse je crois, ou Tour de Romandie, je sais plus, où il était un peu le meilleur sprinter du plateau de gars Il qui se grimpent rate pas mal. rarement, oui. Et ouais, assurance tour, il en a planté 2, il a fait sinon 2e. Et moi j'ai été un peu surpris d'ailleurs de le voir aujourd'hui encore dans l'emballage, parce que quand même, c'est un coup là de Montjuic. Alors Ouais, j'ai cette vu fois, mon que. jouet que ça a dû piquer, ouais. Ouais, j'ai été surpris de le voir là. Alors j'ai pas vu toute l'étape parce que je me suis fait un peu avoir par l'horaire, hein. Je pensais pas que ça finissait si tôt. J'ai vu que le final. Mais voilà, j'ai été surpris de le retrouver là. Bah, tout à fait. Et je te laisse partir sur tes autres tops. Donc, en sprint, j'aurais mis en flop l'équipe NSN sur les 3 premières étapes, car on les a pas vues. Malgré un gros travail, ils se sont rattrapés avec une victoire de Ethan Vernon et la victoire de Brady Gilmore, l'Australien, sur la dernière étape, donc à Montjuic. En dernier top au niveau des sprints, je peux noter la victoire de Magnus Corpilsen, j'avais envie de le notifier, car il a fait une saison 2025 fantomatique. Donc, je trouve ça intéressant de le voir revenir sur les sprints. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah, tout à fait, hein, je te suis moi, hein, si tu le dis, c'est Ah, que tu dois avoir raison, hein. Et, après, heu et sur les leaders, bah, normalement, voilà, on va noter Vingegaard, hein, sans ah, trop de débat. yes, et bah, Lenny Vingegaard, Martinez, on en reviendra, on reviendra plus en détail tout à l'heure. Oui, vas-y, continue, Lenny Martinez, ouais. Lenny Martinez, deuxième place, une régularité parfaite sur toute la semaine. Vraiment, on sent qu'il a passé un step cet hiver. Je pense qu'il va faire encore mal cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, Lenny Mmh, Martinez, très bah, intéressant. moi, je suis hyper content, pour lui, et puis, voilà, c'est un Français qui performe bien. Après, à noter quand même que, on voit qu'il est moins fort, il fait moins d'efforts que les autres. Et j'ai l'impression qu'il est un peu au maximum de ce qu'il peut faire, mais tant mieux, hein, il tire bien parti de ce qu'il peut faire. En gros, c'est un peu le message que j'ai. Et sur la semaine, Lipovic, c'était quand même meilleur. Euh, Globalement, il a fait plus d'efforts. Il a profité, Martinez a profité de sa roue, mais ça n'empêche pas qu'il aurait fait 3 à la pédale. Il était quand même, voilà, il était quand même troisième d'une course par étape pour le Tour. Il finit 2 au général, mais en tout cas, il avait les jambes pour faire 3, donc c'est quand même très encourageant. Tu parles de Lipovic, ça me donne l'opportunité d'arriver sur les flops. Et évidemment, on va pas se cacher, Remco Evenepoel, pour moi, fait partie des grands flops
de ce Tour de Catalogne. Yes, bah ouais, oui, on est d'accord. Alors même s'il a chuté, hein, par rapport à l'influence qu'a la chute sur la fin de la semaine, il a chuté mercredi, c'est ça Oui, l'étape 3. exactement. Et voilà. Et ouais, on en discutera aussi tout à l'heure. Et est-ce que tu avais d'autres flops? Bah, dans la même lignée, le Portugais João Almeida de UAE, en fait. Parce que moi, pour la petite histoire, j'avais un petit truc à faire. Je suis rentré, j'ai allumé la télé. Il restait 30 kilomètres sur la première étape de montagne. Et puis je regarde et je vois pas Almeida. Et je me dis, mais il est où Almeida? Et en fait, bah, Oui, mais il moi je l'ai n'était pas vu pas de la là. semaine, hein. Moi je l'ai pas vu de la semaine non plus, hein. Bah On non, l'a, on, jamais, je l'ai jamais vu à l'écran. on l'a Incroyable. suivi, on l'a suivi sur les lives, mais ouais, ouais, pas vu de la semaine. Ouais, c'est comme s'il était pas là. Alors je sais pas, hein. Là encore, on va pas tirer de conclusions hâtives, hein. Il a peut-être des petits soucis, mais à chaque fois qu'il y avait des galeries lâchées, il était lâché, hein. Enfin, Disons que pour le troisième couteau du AE, ça passe un petit peu mal. 2 fois de suite, bon, c'est un peu compliqué. ouais, va falloir se rater comme ça sur le Giro, sinon ça Oui, risque d'être parce que compliqué, Vingegaard ne lui fera pas de cadeau. c'est clair. Est-ce que tu as d'autres flops ou moi c'est déjà pas mal, hein, mais Bon, non, je pense qu'on peut partir là-dessus. ouais, on a été un petit peu déçus quand même enfin moi en tout cas un peu déçu bah justement de la concurrence. On espérait qu'Almeida, Vingegaard, ça se batte un peu plus. Peut-être que Pidcock, alors Pidcock a chuté au moment où ça commençait à devenir Une intéressant grave pour chute. lui. Pareil, on aurait pu aimer voir un Evenepoel. Donc c'est globalement plutôt le manque de suspense. Euh, et puis, pareil, hein, toujours, je ne veux pas faire injure, hein, comme tu l'as dit, à Lipovic ou Martinez, qui sont des très bons coureurs, mais Almeida ou Remco, c'est censé être quand même une jambe au-dessus, hein. Tout à fait. C'est costaud, quoi. Et voilà, bon, voilà, c'est un peu ma petite déception, quoi. C'est globalement sur la concurrence. Mais alors, on peut revenir pour le coup sur Vingegaard. Alors, on va redire la même chose enfin, moi, je vais redire la même chose que Parini. Je suis hyper content pour lui. Comme je disais, on a tendance à l'enterrer. Et ce que font d'autres coureurs comme Pogacar, comme Van Der Poel, à faire des attaques de 50 bornes, de 60 bornes, et ben voilà, lui, il est pas capable. Mais par contre, il se bat avec ses armes. Et il s'est très bien battu sur les deux étapes de montée, hein. Il a pas forcé plus que ça son talent. Je sais pas si t'as la même Bah, lecture il que a moi, fait mais j'ai pas des eu attaques l'impression. à la Vingegaard, en fait, en 2 fois. Il attaque la première fois, Martinez, Lipovic, etc. suivent, et après, il en remet un coup, et là, il part. Donc ouais, ouais, non mais c'est ça. Et puis voilà, hein. Il a, la concurrence justement était pas au niveau, ce qui a fait que au final, il a rempli encore une belle semaine et une belle course pour le Tour à son palmarès, avec des efforts relativement dans ses standards, quoi, sans se mettre la rate au courbouillon. Voilà, moi je suis content en tout cas on vit quand même une période où on a des coureurs des sacrés coureurs, quoi. Vingegaard, il est en train aussi à son niveau d'écrire une partie de l'histoire du cyclisme. Donc voilà, ça me fait plaisir qu'il continue sur sa lancée et j'ai aucun doute sur le fait que pour le Giro, voilà, il sera enfin, il va pas laisser de place à ses concurrents. Oui, tout à fait. Je reviens sur ce que tu as dit. Les échappées solitaires que nous ont habitués Pogacar, Van Der Poel, etc. Eux, ils les effectuent toujours sur des classiques, des courses d'un jour. Lui, c'est bon, c'est la première année que je le vois vraiment faire ça, mais il attaque certes moins loin de l'arrivée à 20 kilomètres, mais il fait ça sur des courses d'une semaine et il répète ça plusieurs fois. Donc je trouve ça assez notifiable. Ok, c'est différent, mais ça en est pas moins très impressionnant.
Ouais, je pense qu'il souffre aussi le fait que, et ça va me faire ma transition sur l'étape du mercredi, là, celle pour rappel où Remco attaque. Alors il y a Almeida qui est lâché avec son groupe. On s'attend à ce qu'il roule avec son équipe, puisqu'ils ont Lipovic, ils ont pas mal de monde côté Bora. Et puis lui, il part tout seul. Au final, il décide, quoi, 30 bornes de l'arrivée. Il Oui, c'est commence à ça. partir tout seul. Il y a Vingegaard qui revient dans sa roue. Et Vingegaard, là pour le coup, c'est là où tu vois qu'il manque de puissance aussi sur le plat par rapport à Remco. Mais bon, Remco, qu'est-ce qu'il est fort sur le plat, hein. Enfin, quelle puissance il dégage. On a l'impression que c'est facile pour lui, alors que Vingegaard, il est dans la roue, il tirait la langue. Et Remco fait presque tout seul, hein, les 30 derniers kilomètres, et puis il chute sous la flamme rouge alors qu'il leur restait 5 secondes d'avance sur le peloton, et au final Vingegaard se fait reprendre, et c'est Godon qui gagne au sprint. Voilà, moi là ce que je voulais partager, c'est voilà la force de Vingegaard quand même, de Evenepoel sur le plat, incroyable. Euh, Par contre, voilà, il court pas très bien, quoi. Alors, pour revenir sur cette étape, honnêtement, quand je l'ai vu partir à 30 km de l'arrivée, en voyant toute son équipe rouler pour lui devant, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était une étape dédiée aux sprinters. Ok, bon, le panache, etc., c'est très beau. On adore ça dans le vélo, être surpris. On s'attendait à dormir toute l'étape. On a été réveillé à 30 km de l'arrivée, c'est parfait. Mais pour faire ça, franchement, en fait, je comprends pas la tactique des deux coureurs. Ok, Remco, il aurait pu gagner s'il n'était pas tombé, d'accord. Mais Vingegaard, il suit pour ne pas mettre un relais. En plus, quand tu suis Remco, tu sais que dans tous les cas, tu vas prendre du vent. Donc, à la limite, si c'était pour pas le relayer, bah, faut pas suivre, en fait. Et roule derrière avec ton équipe, et l'écart, tu vas le combler, tu vas pas perdre 2 minutes sur Remco. Donc, moi, si j'avais été Vingegaard, je l'aurais laissé partir. Parce que là, on retrouve un Vingegaard, bah, la face que moi, personnellement, j'aime pas chez Jonas, c'est un suceur de roue, quoi. Comme on peut voir avec, quand Pogacar attaque sur le Tour de France, bah, on voit, toi, tu as dit qu'il ne pouvait pas, mais moi, je pense que Vingegaard, c'est sa manière d'être, en fait. C'est sa tactique profonde. Il ne relaye pas. Il sait que Remco, il va dégoupiller à un moment. Et c'est ce qui s'est passé. Peut-être que sa Ouais, chute alors ouais, a moi été c'est pas provoquée forcément. par... Moi, ma lecture, c'est que Vingegaard, il en pouvait plus dans la roue. Et franchement, ça se voit, il appuie sur les pédales, Ouais, je suis pas vraiment d'accord. Remco devant, et l'autre, il galère pour rester dans les roues, hein. Et d'ailleurs, bon, on peut en parler, hein, mais pour moi, il annonce que oui, c'est un peu relevé dans le dernier kilomètre, mais c'est qu'il en pouvait plus. Et quand il a pas la locomotive devant, il tenait, à mon avis, Vingegaard au mental, parce que là, pour le coup, Vingegaard, c'est un gars qui lâche rien, contrairement à ce que certains veulent dire. C'est vraiment un gars qui a un mental d'acier, il lâche rien, à l'ego, il tenait la roue. Par contre, quand il a fait son Van Plané, Evenepoel, et qu'il s'est retrouvé Vingegaard tout seul face à un peloton lancé derrière lui, bah, il n'en pouvait plus. Et mentalement, il a lâché l'affaire. Mais quel intérêt à pas rouler? La chute, ça fait partie du sport. Si t'es pas prêt de chuter ou de profiter de la chute de l'adversaire, faut arrêter le vélo, hein. Faut aller faire, je sais pas moi, un championnat du monde de home trainer, et puis voilà, hein. Bah, je pense qu'il a fait ça. En fait, Vingegaard, je pense qu'il est très intelligent. Il est très intelligent. Quand il a vu Remco chuter, on lui a dit les écarts avec le peloton, il se savait incapable à la lutte. Donc même s'il avait forcé, eh ben, il savait qu'il n'aurait pas les jambes. Donc il s'est dit, ok, ben, je vais profiter de ça, je vais redorer mon blason et je vais m'arrêter grand seigneur, je me relève. Merci du coup, Nathan. Je te propose maintenant qu'on parle des concurrents de Paul Sexas sur le Tour de France, là.
qui étaient en Catalogne, en tout cas ceux qui étaient en Catalogne. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi? Only, Lipovic, Remco, bah, Vingegaard, mais sachant qu'il va faire le Giro avant, Martinez, Almeida, Pitcock, alors Almeida, il va doubler aussi. et il va faire le Giro, mais le Tour de France, je ne pense pas. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en tires comme leçon déjà? Belle perf de Lipovic, hein, côté classement général, hein, on n'avait pas vu comme ça depuis l'année dernière, hein. Bah oui, tout à fait, Lipovic, il confirme. Malheureusement au détriment de Remco, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, bah, sur ce qu'on a vu de Paul Sexas, plus le condensé de Tirreno, Paris-Nice à Catalogne, bah, je pense que ça confirme que le Français est largement capable de se mouer à la lutte du top 5 du Tour de France. Bah, moi, j'ai envie de te dire, même là, aujourd'hui, on verra après Pays Basque un tour pareil, une tour sur le tour d'une semaine, ça va nous donner plus d'indications, mais quand même, il y a de la place pour être top 3. Voir si Vingegaard n'a pas totalement récupéré du Giro, hein. On a vu que l'enchaînement de 2 tours l'année dernière, c'était compliqué en fin de Vuelta. Bah, peut-être top 2, enfin deuxième, top 2, deuxième. Bah, pourquoi pas. Parce que là, Lipovic, ok, il fait des bonnes montées, mais on est quand même loin d'un podium autour, hein, d'un niveau de podium autour. Après, voilà, la saison est encore longue. Il a le droit aussi de monter en régime doucement. Mais moi, enfin, pour un podium du Tour, un mec capable d'être sur le podium du Tour, je m'attends à mieux, quoi. En fait, ce que tu dis, la transition est parfaite parce que j'avais envie de revenir sur Remco Evenepoel, en fait. Parce que Remco, le Tour de France, il en a pris quand même un objectif. Il est venu chez Bora pour ça. Et quand on a su qu'il allait être transféré chez Red Bull Bora, on était content parce qu'on s'est dit, ouais, chez Soudal, bon, il n'a pas assez d'équipiers. Mais en même temps, après, en arrière-goût, on s'est dit, mais attends, chez Bora, il y a Lipovic. Et là, sur cette semaine, ben, notre peur de tous les suiveurs du cyclisme, elle s'est révélée vraie, en fait. Parce qu'on a vu ce qu'on avait peur de voir sur le Tour de France, en fait. Un Remco qui se met totalement au service de Florian Lipovic. Ouais, mais alors, toi, tu l'as trouvé t'as eu l'impression qu'il s'est mis totalement au service de Lipovic? Ah ben, il y a une étape notamment en montagne. Il a passé 10 kilomètres à rouler en tête de peloton. Oui, mais moi, je vais te dire ma lecture, hein. Alors, j'ai vu moins de choses que toi, hein, mais ma lecture, c'est plutôt les fois où je l'ai vu travailler pour Lipovic sur cette semaine, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'il travaillait pour lui, en montrant qu'il est fort, parce que ça, il n'y a pas de souci, il est le plus costaud, et il veut montrer à tout le monde qu'il est le plus costaud, mais euh, pas au service de l'équipe, ou à son service à lui. Et d'un côté, ce que je peux comprendre, c'est que je pense qu'il n'a pas beaucoup de respect pour Lipovic parce qu'il est moins fort que lui. Remco, c'est un costaud. Et le problème, c'est que bah, des fois, il n'est pas au niveau sur la montagne. Et malheureusement, bah, t'as beau être le plus costaud, le plus fort. Les classements généraux, ça se gagne dans la montagne, donc un rapport de poids plus favorable. Et là, bah, lui, des fois, il craque aussi mentalement, hein, puisque justement, peut-être il y a son ego qui joue. Là, lui par contre, il a le boulard, à mon avis, de dingue, et ça le fait péter parce qu'il essaie de suivre le plus longtemps possible, parce qu'il se dit, mais je peux pas lâcher avant ces mecs-là. Et au final, le seul Tour de France où il fait podium, il l'a fait en étant prêt à lâcher et en faisant les montées à son rythme. Sauf que voilà, mentalement, ça demande une capacité de faire abstraction de l'ego, que je pense, hein, alors encore une fois, hein, ça c'est moi
qui dit ça, hein. Ça reste des hypothèses, et je pense qu'il n'est pas capable de mettre en place. Et là, bah, c'est pareil, des fois il s'énerve, il a des gestes d'humeur, alors que s'il roule en tant que coéquipier, il doit pas avoir. Bah, c'est une mauvaise habitude de son sport de départ, en fait, c'est le football. C'est qu'il ne sait pas tenir ses nerfs, comme des coureurs qui ont commencé avec cyclisme en premier sport. Mais en fait, ce que je voulais dire quand je t'ai dit que c'était inquiétant, c'est que ça met quand même l'idée à Florian Lipovic que Remco peut travailler pour lui. Donc ça le met quand même un petit peu en confiance, je trouve. Et ça le met les DS, les directeurs sportifs, qui c'est quand même une équipe allemande à la base. Florian Lipovic c'est allemand. Donc ça ne m'étonnerait pas que si Remco venait à avoir un coup de moins bien sur le Tour de France, et qu'il refasse la même chose et qu'il se mette à jouer les étapes. Mais moi, Remco Evenepoel, j'ai pas envie qu'il joue les étapes sur le Tour de France. J'ai envie qu'il joue le classement général. Ah oui, oui, je suis 100% d'accord avec toi, hein. Moi aussi, mais c'est mal barré, hein. C'est mal barré. On est d'accord. Voilà. Ouais. On espère pour nos amis belges, et puis pour nous aussi, hein, pour avoir un peu de suspense. Mais ouais, ouais, là, c'est quand même bien inquiétant. Alors, voilà, peut-être, encore une fois, il a eu une grosse chute, hein, il est passé par devant. On le voyait mal parce que c'était vu d'hélicoptère, et l'hélicoptère en plus était mal placé, il était pile sur le peloton alors qu'eux étaient un peu devant. Mais voilà, peut-être quel est l'impact de la chute là-dessus, je sais pas. Et j'espère que Remco saura se mettre au service de Lipovic et de son équipe pour bah, les cas où ça sera produit, quoi, et notamment potentiellement sur le Tour de France. Bah, moi, j'ai pas envie qu'il se mette au service de Lipovic, justement. Ah bah, je pense que ça va finir par y arriver, hein, mais bon, j'espère me Parce que tromper. je pense que Mais quand t'es Red Bull, je pense qu'ils l'ont pas payé avec 3 cacahuètes, Remco Evenepoel. Ils l'ont fait venir pour avoir une chance de gagner le Tour de France. Donc, il faut s'en servir maintenant. ouais, ouais. Et toujours pareil, c'est combien de temps il va tenir, hein, avant de lâcher dans la tête et de Pour prendre 5 moi, pour minutes. faire une métaphore avec le foot, si t'achètes Mbappé, bah tu le mets pas gardien. C'est un peu ça, finalement. Oui, oui, non, mais moi je suis d'accord qu'il y va en leader, et lui dans sa tête, il est leader. Et voilà. Après, c'est le vélo. Si au bout d'une semaine il a perdu 10 minutes, voilà, hein, il a bien gentil d'être leader. On va voir où en est Lipovic, et peut-être on va lui demander à Remco bah, de pas chasser les étapes, hein. Je sais pas, hein. Je pense Euh, qu'il aura à cœur, sur le premier chrono par équipe, avec le nouveau fonctionnement, de mettre les pendules à l'heure et d'attaquer fort le Tour de France. Je pense que c'est sa chance. oui, oui, non, mais alors là, je fais pas trop de soucis, hein. Pour lui, sur les chronos, en plus, c'est des petits monts, là, il va se régaler, hein, au départ, mais dès qu'on va avoir des efforts de plus de 30, 40 minutes, eh ben, on verra, hein. On On verra ce que ça verra. donne. Ça roule. Et sinon, Only, c'est pas trop inquiétant? Bah, Oscar Holmer, en fait, j'ai trouvé il était à son niveau. Après, Oscar Holmer, moi, je l'ai jamais vu. Je pense que c'était vraiment inespéré l'année dernière pour lui faire quatrième du Tour de France. On a vu en fait le top 10 en 2025. Il y a quand même pas une grande densité. On peut citer Kevin Vauquelin, c'est quand même à la base un puncher, Jordan Gigant, etc. C'était pas des grands leaders de montagne. Donc, pour moi, Oscar Holmer, il a encore des choses à prouver en montagne.
Yes, ouais, oui, non, mais quand on voit qu'il se battait avec Lipovic l'année dernière sur le Tour, et ben là, il y a quand même une différence qui est en train de se creuser, qui est un peu inquiétante pour lui, mais tant mieux pour Vauquelin, hein, qui assoit sa suprématie, hein. Lui, on l'a pas aidé sur Paris-Nice, et pourtant, il ressort avec podium. Bon, voilà, Tout à Only, fait. là, c'est un peu inquiétant, mais bon, écoute. Mais en tout cas, je partage ce que tu dis, et moi aussi, ça me laisse dubitatif justement sur le niveau un peu des coureurs l'année passée sur le Tour de France sortis des deux premiers. Et voilà, bah, tant mieux pour Paul, hein, pour Paul Sexas, parce que c'est qu'il y a de la place, hein. Il y a de la place sur le podium, et Tout à fait. peut-être même sur la deuxième marche. Ah, on s'y Euh, avancera pas trop, mais peut-être. voilà, on va voir ça dans les semaines qui reviennent, hein. Comme on rappelle toujours, un début. Bah, alors, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après Pays Basque. On fera une petite preview la semaine prochaine. On reviendra avec vous aussi sur le Tour des Flandres. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la Catalogne ou c'est bon pour toi? Bah non, je pense qu'on a fait le tour de... Ouais, on a bien abordé tous les sujets. Et ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qu'on a oublié de dire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec nous? Et nous liker. On est sur Instagram aussi, hein, n'hésitez pas à aller nous suivre. Et merci à tous. Et allez, Paul, on est dans ta On est roue. dans ta roue.